On a aboli les cloisons, fermé les toilettes privées, mutualisé les assistantes, les bureaux, cassé ces cloisons dont je vous parlais, équipé tous les salariés de smartphones. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas changé en 15 ans ce qui n'avait pas bougé, Luc Ferry, dans son rapport au travail et au lieu de travail en 60 ans? Je sais pas, oui, ça y est. Moi, je crois qu'on va vivre dans le monde du travail, et ça aura des répercussions sur l'immobilier, évidemment, deux évolutions contradictoires qui sont très, très fortes. La première évolution, elle sera liée aux nouvelles technologies, mais aussi à la robotique, aux imprimantes 3D, dans le monde industriel en particulier. Peut-être ça vous concerne moins directement, mais dans le monde industriel, ces deux dernières révolutions auront des effets majeurs sur le monde du travail, parce que on peut imaginer aujourd'hui, et c'est un vrai problème d'ailleurs, une croissance sans emploi. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en France en ce moment, mais peut-être pour des raisons un peu différentes. Mais on peut très bien imaginer que la logique qui était celle des sociétés capitalistes depuis toujours, c'est-à-dire la logique de l'innovation destructrice, pour parler comme Schumpeter, l'idée qu'on détruit en permanence des emplois anciens, mais pour inventer des emplois nouveaux. L'idée des économistes libéraux, en particulier de Schumpeter, c'est que la destruction était créatrice, que finalement, oui, voilà, les fabricants de bougies disparaissaient, mais ils étaient remplacés par des fabricants d'ampoules électriques. Aujourd'hui, ça n'est plus certain. C'est-à-dire qu'à la fois les nouvelles technologies, le numérique, la robotique et les imprimantes 3D rendent cette idée d'une création d'emplois qui remplacerait la destruction d'emplois extraordinairement problématique. Je vous donnerai juste un seul exemple que je connais assez bien, c'est le monde de l'édition et de la librairie. Il y a 3000 libraires en France aujourd'hui, il y a un très beau réseau de librairies en France. Si j'étais libraire, pour dire les choses très simplement, je détesterais Amazon. Et Schumpeter disait que les fabricants de bougies deviennent rarement des fabricants d'ampoules électriques, c'est pas les mêmes métiers. Je pense que dans 10 ans, il restera pratiquement plus de libraires en France, qu'il leur arrivera la même chose qu'aux disquaires. Je pourrais tenir le même raisonnement sur les agences de voyage, c'est le même problème. Donc on a là des emplois des secteurs entiers qui vont disparaître, qui seront remplacés. Je ne suis pas certain que beaucoup de libraires iront travailler chez Amazon. Et on peut même imaginer, encore une fois, avec le télétravail, avec le numérique, avec la robotique, et dans le monde industriel avec les imprimantes 3D, qu'on ait une croissance très forte des entreprises, mais qui ne soit pas compensée par des créations d'emplois équivalentes ou supérieures à ce qui a été détruit en termes d'emplois traditionnels. Donc ça, c'est quand même le grand problème du monde moderne. Et dans ce cas-là, l'effet que ça aura dans les bureaux, c'est ce que disait mon camarade Attali, d'ailleurs dans un article de l'Express, je crois même cette semaine ou la semaine dernière dans l'Express, dans ce cas-là, les salariés deviendront des mercenaires. C'est-à-dire que le bureau sera un lieu de passage, il n'y aura plus de loyauté vis-à-vis de l'entreprise, ou très peu de loyauté, on se vendra au plus offrant, et au fond, avec le télétravail et avec cette destruction permanente d'emplois, voilà, le monde du bureau sera un monde provisoire, un monde de transition, et donc il faudra l'envisager comme tel. Et on restera pas très longtemps dans le même travail, on bougera beaucoup, et nos enfants auront 3 vies affectives, 3 mariages différents, mais aussi 3 vies professionnelles différentes dans leur vie. C'est déjà le cas pour beaucoup d'entre vous, mais ça s'accélérera. Et donc ce premier mouvement-là, il est presque induit inévitablement par les nouvelles technologies, encore une fois par le numérique, par la robotique, par le télétravail qui en découlera inévitablement. Et aussi par cette hypothèse de croissance sans emploi, ou en tout cas par une maigre compensation des emplois détruits par des nouveaux emplois. Penser à l'e-tourisme et penser à la librairie sont des exemples tout à fait fascinants aujourd'hui et assez frappants. Et je pense que ce sera compensé... par un second... Oui, c'est pas terrible ça. Ce sera compensé par un second mouvement qui est très fort aujourd'hui, qui est déjà présent lui aussi. Alors on parle beaucoup de génération Y, je trouve que ça n'a pas grand sens en vérité, on a tous été jeunes à un moment ou à un autre, et c'est un état extrêmement transitoire, donc ça arrive à tout le monde et ça passe assez vite, et je ne crois pas qu'il y ait de différence absolue entre mes enfants et nous, mais il y en a quelques-unes quand même, et donc il y a un souci du bien-être et un souci de la famille au bureau qui est exponentiel dans les jeunes générations. C'est l'idée, on en parlait
tout à l'heure, d'être bien installé au bureau, mais surtout dans une atmosphère conviviale, avec des relations humaines qui soient riches et intéressantes. Et donc il y a une demande extraordinairement forte de la part des jeunes générations de bien-être au travail. Maurice en parlait tout à l'heure, la question du bien-être au travail se développe de manière exponentielle. Je vous renvoie à un très bon livre, très intéressant, parce que c'est un petit livre de synthèse d'une économiste qui s'appelle Lucie Davoine et qui a écrit un petit livre qui s'appelle L'économie du bonheur et qui fait état d'enquêtes extrêmement précises en Europe, d'ailleurs pas simplement en France, sur la question du bien-être au travail. Et on voit que, alors évidemment, ce sont des enquêtes subjectives, hein, il s'agit de tester le sentiment des gens. C'est forcément subjectif, c'est le vécu qui est interrogé. Mais ce qui est très frappant, c'est que par rapport aux années 90, donc par rapport à il y a 25 ans, le sentiment d'être aujourd'hui au travail extraordinairement très stressé, pressé, d'avoir des cadences plus dures, d'avoir un travail plus féroce, etc., c'est peut-être pas vrai, mais c'est comme ça que c'est ressenti. Je vous donne quelques chiffres. Regardez la question. Enfin, écoutez-la plutôt. Êtes-vous soumis à des cadences de travail élevées au moins un quart du temps ? 1991, réponse 38% des salariés en France. Aujourd'hui, en 2010, plus exactement, mais ça s'est aggravé depuis, on a 60% des salariés qui disent qu'ils sont pressés par des cadences de travail extrêmement dures. Devez-vous travailler selon des délais très stricts et très courts, au moins un quart du temps ? 42% des salariés disent oui en 91, 62% aujourd'hui. Et tous les indices sont les mêmes, hein, sur le sentiment du stress, etc. Et il y a deux statistiques qui sont particulièrement frappantes, particulièrement intéressantes, parce que ça touche pour le coup la France par rapport aux autres pays d'Europe. En Europe, d'une manière générale, 60% des personnes voudraient consacrer plus de temps à la famille et seulement 20% à leur travail. Bon, c'est assez intuitivement, on n'est pas perdu. Bon, 60% pour la famille et 20% voudraient consacrer plus de temps pour le travail. En France, c'est 75% des jeunes qui voudraient consacrer plus de temps à la famille. Et une autre statistique, c'est la dernière que je vous donne, mais elle est quand même extraordinairement frappante. On a posé la question de savoir, au cas où votre entreprise serait en difficulté, est-ce que vous seriez prêt à faire un effort, à travailler plus, peut-être pendant un certain temps, pour sauver l'entreprise, pour sauver les emplois. Et donc, en France, 23% seulement des salariés disent qu'ils sont prêts à travailler davantage pour leur entreprise en cas de difficulté, même transitoire, contre 58% dans le reste de l'Europe. 23% seulement en France, 58% dans le reste de l'Europe. Donc, très peu de civisme d'entreprise en France. Et donc, en revanche, un souci extrêmement grand de la famille, des valeurs familiales et de l'envie d'être bien au travail. Ça, c'est les deux grandes évolutions. À la fois, les jeunes générations deviendront des mercenaires, donc il faudra aménager les bureaux en conséquence, et en même temps, paradoxalement, souci presque inverse de cette déloyauté, si je puis dire, de manque de civisme à l'égard de l'entreprise, une volonté de choisir des entreprises, si tant est qu'on puisse choisir l'entreprise dans laquelle on va travailler, de choisir des entreprises dans lesquelles l'atmosphère est familiale, en fait. C'est l'idée de famille qui domine, conviviale, avec des relations humaines riches. À la limite, c'est plus important aujourd'hui que le salaire. Un dernier point avant de rentrer dans le fond, un dernier point sur les jeunes générations, quand même, le phénomène majeur des jeunes générations. Je vais vous dire, ils sont vraiment pas plus bêtes que nous. J'ai des échantillons à la maison, je vois bien, mes filles sont pas plus bêtes que moi. Mais ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Le déclin du travail est gigantesque. Et alors là, c'est pas un sentiment subjectif. C'est par quelque bien que vous preniez le problème, c'est une évidence. La quantité de travail a considérablement diminué dans les jeunes générations. Et il y a des raisons à ça. Quantité de travail. Alors je pourrais prendre plein d'exemples, mais il y en a un qui me frappe toujours, c'est que tous mes profs à la Sorbonne, Ferdinand Alquier, Burgelin, Canguilhem, enfin tous ces gens-là que j'ai eu comme prof quand j'étais gamin, ils avaient tous fait leur thèse complémentaire en latin. Ce qui ne demande aucune espèce d'intelligence entre nous. Tous les Romains arrivaient à parler le latin, donc il n'y a pas de raison pour que même les imbéciles. Et donc c'est pas ça. Mais pour un Français, ça demandait une quantité de travail extraordinaire. J'ai publié l'année dernière une série consacrée avec Le Figaro et Flammarion aux grands philosophes, et je regardais les biographies des grands philosophes. Et alors j'étais fasciné de voir que tous ces grands philosophes, mais c'est pas parce qu'ils étaient grandioses et des génies, mais c'était pareil dans tous les établissements scolaires dans lesquels ils avaient fait leurs études.
tous les enfants lisaient le latin et le grec couramment avant l'âge de 12 ans, ceux qui allaient évidemment au lycée. Je regardais le décret qui porte création de la classe de terminale de philosophie le 19 septembre 1809 exactement, et ça commence par « Nos élèves seront enseignés en latin ou en français ». Et puis ça continue sur les opinions des philosophes, etc., la logique, la morale, la métaphysique. Mais il allait de soi que dans un lycée comme Louis le Grand, on pouvait tenir un cours en latin et que tous les élèves le comprenaient. Et ils avaient quoi Hegel, par exemple, a traduit 6 dialogues de Platon avant l'âge de 12 ans. J'ai traduit les premiers textes de Schelling et de Fichte, ils avaient 19 ans, l'âge où Bach écrit la Toccata Henri, qui est quand même pas n'importe quoi. Bon, c'est pas une chanson pour une chansonnette de Starlet chez Drucker, c'est quand même un peu autre chose. Bon, eh bien, il écrit la Toccata Henri, il a 19 ans. J'ai traduit les premiers textes de Schelling, il avait 19 ans. Quand je compare ces textes avec ce qu'écrivent nos gamins au baccalauréat, je suis sidéré. Remarquez que pour pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande. Mais enfin, c'est quand même. En fait, il y a 3 âges du travail qui sont. Il y a 3 grands moments pour comprendre l'histoire du travail et pour comprendre notre rapport au travail. Le premier grand moment, c'est évidemment en Grèce jusqu'à la Révolution française. On est dans un monde aristocratique et pendant des siècles et des siècles, l'aristocrate va se définir comme celui qui ne travaille pas. Il a des gens pour ça. J'ai une aristocrate à côté, elle va pouvoir confirmer. On a des gens pour ça. Dans la République de Platon, on a des esclaves. Un aristocrate ne travaille pas. Jusqu'à la Révolution française, les Anglais vont commencer un peu avant nous, mais l'aristocrate se définit comme celui qui ne travaille pas. Les bourgeois travaillent, les ouvriers travaillent, les esclaves, les serfs, mais l'aristocrate ne travaille pas. Et en fait, le premier texte dans l'histoire de l'humanité à valoriser le travail, et il aura une très longue postérité, c'est la parabole des talents. La parabole des talents, dans l'évangile de Matthieu, vous en avez un petit bout dans Luc, dans l'évangile de Luc, la parabole des talents, c'est la première parabole anti-aristocratique qui va valoriser le travail. Que dit la parabole des talents ? Je vais être extrêmement bref. C'est un maître, un seigneur qui part pour un long voyage et il convoque ses 3 serviteurs. Et à l'époque, vous le savez, les évangiles sont écrits en grec, les talentas, ce sont des pièces d'argent. Et donc, il donne 5 pièces d'argent à son premier serviteur. Il lui dit « fais-en bon usage ». Il donne 2 pièces d'argent à son deuxième serviteur. Il lui dit aussi « fais-en bon usage ». Et 1 pièce d'argent au dernier serviteur. Et c'est à partir de la parabole des talents de l'Évangile que les talentas, les talents, vont désigner les dons naturels. C'est une métaphore, évidemment, des dons naturels. Le premier est le plus talentueux, le second un peu moins, le troisième encore moins. Et puis, il fait son voyage, il revient et il demande des comptes à ses serviteurs. Le premier serviteur, qui avait reçu 5 talents, lui en rend 10. Et le maître le félicite, c'est comme dans Les 3 petits cochons, ça a un sens littéraire très fort. De la même manière, il va féliciter les 2 premiers. « Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître », lui dit le maître. Et puis le deuxième serviteur, il a reçu 2 talents, il en rend 4, même proportion. Et le troisième serviteur a reçu 1 talent, il a eu peur, il l'a enterré, il le rend intact et le maître le chasse et le voue aux gémonies. Que signifie la parabole des talents ? C'est la première valorisation du travail dans l'histoire de l'Europe. Elle signifie la chose suivante, qui est extrêmement puissante, fondamentale, qui va être à l'origine de l'école républicaine, paradoxalement, qui ne sera qu'une sécularisation du message chrétien. L'idée est la suivante, c'est que la dignité morale d'un être humain ne dépend pas des talents naturels qu'il a reçus au départ, mais la dignité morale dépend de ce qu'il en fait, c'est-à-dire du travail. Et la preuve en est que tous les talents naturels, sans aucune exception, que ce soit l'intelligence, la beauté, la force physique, la mémoire, ce que vous voudrez, ils peuvent être mis, ces talents naturels, indépendamment au service du mal comme au service du bien. Et donc, ils ne sont pas moraux en eux-mêmes, ils n'ont pas de valeur morale, puisque vous pouvez utiliser votre beauté ou votre intelligence pour nuire à autrui, aussi bien que pour aider autrui, peut-être même plus facilement. Et donc, les talents naturels en tant que tels sont neutres. Ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on en fait. Et c'est ça le principe même qui sera celui de la méritocratie républicaine. Vous vous souvenez de la formule canonique de nos instituteurs ou de nos professeurs quand ils remplissaient le bulletin scolaire ? Peut mieux faire. Peut mieux faire, c'est la formule canonique qui est la sécularisation de la parabole des talents. C'est l'idée que le bon maître républicain, le hussard de la République, il préfère un élève peu doué, sans talent, mais qui travaille et qui fait quelque chose du peu qu'il a reçu, à un élève qui, comme on dit, a des facilités, donc des talents, mais qui ne fout rien.
Et les bons points, les bonnets d'âne dans notre école républicaine seront là pour valoriser le travail plus que le talent. On sort du monde aristocratique, on rentre dans le monde républicain. Ce qui se passe dans les années 60 et à partir de 68, c'est qu'on va revenir paradoxalement, sinon à un monde aristocratique, en tout cas la haine du travail. L'aboutissement, ce sera évidemment les 35 heures, c'est-à-dire une espèce de stigmatisation du travail avec l'idée que l'idéal dans l'existence, c'est de travailler le moins possible. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré dans une société dans laquelle le ludique, l'hédonisme, les plaisirs, le loisir, la consommation sont devenus plus importants que le travail. Et je termine avec ça. Je pense que nous avons une responsabilité. Quand je dis nous, je veux dire les chefs d'entreprise et les gens de droite, les libéraux. Alors vous me direz qu'il y a des chefs d'entreprise de gauche, il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre, comme dit l'autre. Et donc je pense que nous avons, comme républicains de droite, comme libéraux, une responsabilité parce que, au fond, c'est nous qui avons coupé nos enfants en deux. Et je termine avec ça. D'un côté, on dit à nos enfants, on voudrait plutôt, comme chef d'entreprise ou comme vendeur, on voudrait des enfants qui soient zappeurs, consommateurs et qui soient dans la logique de la consommation, donc la logique de l'hédonisme, du ludique, de l'achat, du zapping, consomme. Et puis de l'autre côté, quand on rentre à la maison, on voudrait que nos enfants soient bien élevés et traditionnalistes à la limite, et qui travaillent. Le 2 en 1, ça existe pour les shampoings, mais pas pour les enfants. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté un enfant consommateur zappeur et hédoniste et ludique, et puis de l'autre côté un enfant travailleur et avec des valeurs traditionnelles très fortes. Ça ne va pas ensemble. Et tu citais tout à l'heure Umberto Eco, je vais le citer pour terminer. Il y a un problème, un proverbe en français que j'aime beaucoup. En français, on dit quoi ? On dit qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du laitier. On ne peut pas avoir l'enfant travailleur traditionnaliste avec des valeurs morales très fortes et puis l'enfant zappeur consommateur. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du laitier. En anglais, vous connaissez tous, on dit « You can't have your cake and eat it too ». Et en italien, c'est Umberto Eco qui m'a transmis la formule. Et ça en dit long sur nos amis italiens et leur féminisme. On ne peut pas avoir le tonneau plein et la femme ivre. Je trouve que la formule est admirable, mais elle vaut aussi pour... oui, je vois. Voilà, je trouve qu'on est dans cette situation-là. Et je me souviens qu'au ministère, je m'arrête avec ça, j'étais ministre de la jeunesse, en plus du reste, c'est-à-dire des universités, de la recherche et de l'école. Et donc j'avais pris un conseiller jeunesse qui était un jeune homme, évidemment, qui avait 25 ans. Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on croit parfois, dans les ministères, on travaille énormément. Il y a beaucoup de travail. Quand on fait passer une loi, on reste à l'Assemblée jusqu'à 3h ou 4h du matin et donc on rentre très fatigué. Et je vois mon conseiller jeunesse, donc ce gamin de 25 ans qui était un peu palichon, je le prends dans mon bureau pour lui offrir un petit remontant, un petit whisky derrière les fagots. Et je lui dis alors, comment ça va ? Et le gamin me répond, moitié rigolant, il avait quand même de l'humour, mais moitié sérieux. Ah, monsieur le ministre, j'avais demandé un emploi, pas un travail. Je trouve... Je m'arrête là. Merci. Merci, Luc Ferry.